Bonjour, aujourd'hui nous sommes près de Chinon. Et aujourd'hui, je retrouve Marie-Antoinette, avec laquelle j'ai commencé le yoga en 1975. On ne s'est pas perdu de vue, Non. toujours resté en contact. Ouais. Voilà. Et on s'est dit avec Catherine que ce serait intéressant d'avoir le témoignage de Marie-Antoinette sur son parcours en yoga et sa rencontre avec Iyengar. Et tu es toujours prof de yoga. Toujours. Ah oui, oui, oui. J'enseigne toujours. Tu peux, À temps plein. tu peux nous dire ton âge? Ah ben, je vais avoir 90 ans. Ouais. Oui. Je voulais savoir, c'est comment tu as fait pour rencontrer Iyengar, qui était quand même pas très connu à l'époque. Ah non, non seulement il n'était pas très connu, mais moi je ne savais Mais quelle même époque? pas. Quelle époque? Et c'était en 68 ou 69. 69. Ah oui. 68, Ouais. 69. Et donc, en fait, je venais de perdre un enfant. J'étais très, très mal, au bord du suicide. Mais j'en avais 4 à élever. J'en avais eu 4 en 5 ans. Il fallait absolument que je m'en occupe. Et une personne m'a dit, mais pourquoi tu fais pas du yoga? Ben, je dis, je sais même pas ce que c'est. J'ai jamais entendu parler même de ce mot. En 68, j'avais jamais entendu parler du mot yoga. Et il se trouvait que cette personne connaissait bien un kiné qui faisait donner des cours de yoga. Donc j'ai commencé à faire des cours de yoga avec lui. Et sa femme, à ce monsieur, était partie en Inde pour 3 mois. Elle y est restée 3 ans. Lui, il n'était pas très ravi, mais enfin, elle a pu connaître, travailler avec Iyengar, qui avait déjà une célébrité certaine, surtout en Inde. Et donc, c'est comme ça. Et elle m'a dit, et en plus, Iyengar vient donner tous les ans, tout le mois de juillet, à Londres, il donne un mois de cours. Et comme moi, ma sœur est mariée à un Britannique, j'ai monté mes 4 enfants dans ma dodoche, à l'arrière, et hop, je suis partie tout le mois de juillet. Et comme elle était prof de français dans un lycée britannique, en plus, elle prenait mes enfants. Moi, j'allais faire mon cours de yoga à Londres, et elle prenait... Excellent. Et oui, oui. Et donc, mes enfants étaient bilingues, c'était sensationnel. C'est un concours de circonstances Un incroyable. Mais oui, c'était Incroyable. un pur hasard. Parce que, en plus, je te dis, ma soeur mariée à un Britannique, bon, c'est pas... C'est incroyable, avec 4 enfants. 4 enfants. Et que tu es quelqu'un pour garder tes enfants à Londres. Oui, oui, c'est Et incroyable. en plus, elle leur donnait des cours de français. En plus. D'anglais. D'anglais, oui. D'anglais, parce qu'elle était prof dans le lycée britannique. Alors tu m'as raconté aussi que tu n'avais jamais de place, tu n'arrivais pas à t'inscrire à ces cours. Ah oui, parce que les Anglaises, alors d'abord les cours étaient très, très, très demandés en Angleterre, et je pense qu'elles ne voulaient pas d'étrangères. Mais on pouvait assister aux cours d'Iyengar comme spectateur pour apprendre visuellement. Et alors, comme j'avais rencontré Iyengar une 8aine de jours à Paris chez Noël Pérez, et que Madame Schers avait très envie de retourner travailler à Londres avec Iyengar, je lui ai dit, ben moi je vous mets à l'avant de la dodoche et on part avec les gosses, voilà. Et on pouvait pas, voulait pas, les Anglaises ne voulaient pas prendre les Françaises en cours de yoga. Alors on se mettait en tenue, et on se mettait en spectateur au premier rang. Alors, Iyengar commençait son cours, puis tout d'un coup, il se tourne, il nous voit, et il nous fait à l'intérieur, et tout de suite au travail. Oh ben, on ne s'est pas fait prier. On ne s'est pas fait prier. Et donc, c'est comme ça que pendant 5 ans, et tous les ans, c'était le même scénario. Je voulais m'inscrire. Elle ne voulait pas m'inscrire. Je me mettais au premier rang comme spectateur et c'était parti mon kiki. La ténacité. Voilà. C'est super. Merveilleux. Ouais. Alors Marie-Antoinette, on dit que Iyengar est quelqu'un de très très sévère. Comment tu l'as perçu? Comment il t'a fait travailler? Oui, c'est vrai qu'il était très sévère et qu'il fallait vraiment pas faire semblant. Hein. Il fallait vraiment travailler. Il était
très sévère pour corriger et tout, mais aussi il y avait une bienveillance, une sévérité bienveillante. En fait, c'est une sévérité bienveillante. Hein. Donc, moi, j'ai absolument pas souffert de ces exigences. Je faisais des masses et les dresses, c'était normal, il corrigeait, j'ai trouvé ça tout à fait normal, et j'ai toujours apprécié. Et même les 3 mois et demi que j'ai passé chez lui, en Inde, il était très exigeant, mais jamais... et il était aussi très très bienveillant. Il faisait très très attention à ce qu'on n'achète pas du lait n'importe où, parce que ça pouvait être dangereux pour notre santé, etc. Vraiment, quand on était chez lui, il y avait quelqu'un aussi qui dormait à notre porte pour pas qu'on soit risque d'être agressé, parce que en Inde, il n'y a pas de carreaux aux fenêtres. On est en plein air, les salles sont en plein air, il y a une espèce de courant d'air permanent, et donc on était à la fois en sécurité et bien protégés en même temps. Et c'était en quelle année en Inde? Alors ça, c'était en 79. D'accord. L'été 79. Et comment il y tu as avait fait déjà ce 10 voyage? ans que je travaillais avec lui. Ah oui, d'accord. Il y Déjà avait 10 déjà ans. 10 ans. Oui. Et il était venu, moi j'allais tous les ans 8 jours à Paris, et il était venu faire du tourisme. D'ailleurs, vous allez le voir dans les films que j'ai fait, du tourisme en Touraine. Et donc, la première fois, c'était avec Noël Pérez, on a fait un peu les châteaux de la Loire. Et puis, la deuxième fois, il est carrément venu loger chez moi. Ouais. Donc, là, c'était très bien. J'ai organisé des cours, une conférence à l'hôtel de ville à Tours. Et puis, j'organisais des cours, mais j'avais déjà, moi je donnais des cours, c'était des cours où il y avait une centaine de personnes. Hein. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Et alors, tout était corrigé. Ayagar était sur une estrade et il prenait les profs dont il connaissait les compétences. Et il nous donnait 10 personnes à chacune, ou à chacun. Et on devait corriger, donc lui montrait les postures dans la salle, et nous, par 10, donc la dizaine, on devait corriger. Et je peux vous dire qu'il avait l'œil, hein, parce que si on ne corrigeait pas ce qu'il fallait corriger, il nous sautait dessus, vite fait, bien fait. Hein. Et donc, voilà. Alors, Marie-Antoinette, as-tu des anecdotes à nous conter sur cette relation privilégiée quand même avec Iyengar? Oui. Alors, moi, c'est vrai que j'ai toujours eu une relation privilégiée. C'est vrai qu'il était d'une sévérité, mais je ne l'enfreignais pas. Donc, ce qui m'est arrivé peut-être de plus intéressant, de plus extraordinaire, un jour, il y avait 2 personnes totalement aveugles. Et il m'a demandé, avec une autre, on avait chacune une personne aveugle, et on devait la corriger, la faire travailler. Donc lui faisait son cours, il y avait celles qui n'étaient pas aveugles, qui travaillaient normalement, et nous on s'occupait. Mais les personnes aveugles étaient d'une telle écoute que je ne veux pas dire qu'on n'avait rien à faire, nous, les profs, qui corrigions, mais presque. Vraiment, les gens étaient d'une écoute. Quand il enseignait, personne n'avait besoin d'éprouver le besoin de faire des fantaisies. Hein. Ça, on écoutait, donc, c'est vrai qu'il était, je ne dirais pas sévère, je dirais exigeant. Parce que les choses devaient être bien faites, c'est tout. Mais moi, alors que j'ai travaillé des mois et des mois avec lui, en plusieurs années, je ne peux pas dire que... Vraiment, j'ai eu à me plaindre, il était sévère, exigeant, point barre. Et tout ce qu'on raconte... Alors, c'est vrai que, par exemple, il y avait des choses... Il mettait des espèces de sangles et on était soutenus par ces sangles. Alors les gens faisaient tout un tas, puis nous tapaient dessus. Non, pas du tout, c'était complètement... S'ils pouvaient nous...
s'effleurait un jour, mais non, mais on a raconté plein de choses. Il était sévère, il était très exigeant, mais je n'ai jamais vu de brutalité, jamais, jamais, jamais. Je me souviens qu'on a raconté que tu avais mis des draps quand tu l'as reçu dans ta salle et que c'était n'importe quoi qu'il fallait que pour recevoir M. Allengar qu'il y ait des draps blancs sur... Tu avais mis ça pour protéger ta moquette, me semble-t-il. Oui, mais donc voilà, c'était des choses... Des mauvaises interprétations. De mauvaises interprétations. Oui. Et quelquefois, on s'en faisait tout un monde. Et il était d'une simplicité incroyable. Pour l'avoir reçu chez moi, il logeait chez moi. Il était d'une simplicité incroyable. Par contre, il ne fallait pas avoir peur de se lever à 4 heures du matin pour lui servir son petit café. Hein, ça... Bon, Du café. Du café. Ah Du oui, café. alors, oui, parce qu'il est du sud. Ah oui. Du sud. Et dans le sud, c'est le café. Et qui pirait café au lait. Ce qui est absolument indigeste, mais lui, ça passait très très bien. Hein. Ouais, ouais. Oui, Marie-Antoinette. Qu'as-tu retenu précisément de l'enseignement d'Iyengar, dans l'enseignement que tu transmets maintenant? Qu'est-ce qu'il en reste? Sa précision. Quand il montrait une posture, c'était parfaitement précis. Et il exigeait qu'on soit précis aussi. Et donc, moi, je n'ai jamais eu de problème vis-à-vis de cette exigence parce que immédiatement, on se rendait compte que si on ne faisait pas très précisément la chose, on prenait le risque de se faire mal ou de s'abîmer. Mais les soi-disant brutalités d'Iyengar, moi, j'ai travaillé des mois, des années avec lui, je n'ai jamais vu, bon, quelquefois il élevait un peu plus que... Il pouvait élever la voix. Voilà. Il élevait bien la voix, il exigeait, et il fallait se conformer, c'est tout. Moi, je n'ai jamais... Mais pourtant, j'ai travaillé des mois avec lui. J'ai toujours eu. Si tu faisais vraiment ce qu'il demandait, et quand il montrait une posture, c'était parfaitement précis. Et il n'y avait pas besoin de chercher 36 trucs à côté. C'était précis, on suivait. Et tout marchait bien. Tout marchait bien. Oui, est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu l'as vu? Je pense que c'était en 96. Seulement, ma mémoire est plus très très sûre, mais je crois que c'était en 96. Et il est venu même ici, et je le logeais avec sa fille, etc., dans la petite maison en face. D'accord. Ah, ouais. Il est venu plusieurs fois. Oui. À Tours et ici en Touraine. Ouais. Et la dernière fois. Oui. C'était l'année où il avait sorti son livre sur le pranayama, me semble-t-il. Bah, 96. C'est pas impossible. Oui, parce qu'il l'avait dédicacé le livre. Oui, c'est pas impossible. Et là, j'avais même fait, il était resté à Tours, je lui avais demandé une conférence qu'il a faite à l'hôtel de ville de Tours. C'était bondé, hein, il y avait plein de monde. À l'époque, j'avais beaucoup d'élèves, j'avais plusieurs cours, j'avais une salle. Et je donnais des cours comment ça s'appelle, en périphérie de Tours, et dans différents petits villages hameaux. Et donc, voilà, oui. Et donc, il y avait beaucoup de monde. La conférence était sur le yoga en général? Sur le yoga, en anglais, il y avait une traductrice qui traduisait au fur et à mesure. Oui, alors... Par exemple, quand on logeait chez lui, on était vraiment très bien, etc. Par contre, il avait des exigences. Hein. Il n'était pas question d'amener n'importe quelle bouffe, de la viande ou des cochonneries comme ça. Ça, c'était exclu. Et je me souviens qu'un samedi et dimanche, avec Philippe, un de mes élèves que j'avais emmené, on sort dans la cour et on avait prévu de faire une belle promenade à Elora. On sort nos cigarettes
Ah, misère. Il nous a sauté dessus en disant que si on voulait faire du yoga, on rangeait nos cigarettes, mais que si vous voulez filmer, on pouvait rentrer tout de suite chez nous en France. Hein, ça nous a calmé vite fait. Hein. Oui, Marie-Antoinette, as-tu eu des contacts avec la famille d'Iyengar en Inde ou en Angleterre? Alors, pas en Angleterre, mais par contre, une fois que j'ai été chez lui, à Pune, après, il m'a demandé plusieurs fois, et ses filles, qui me connaissaient bien, m'ont demandé de venir en France. Elles voulaient visiter la France. Et d'ailleurs, avec une de mes élèves, Dominique, qui est à 800 mètres de chez moi ici, on les recevait, on les baladait, on leur a fait voir Plusieurs de ces filles sont venues chez moi. Elles étaient, soit elles le demandaient, soit c'était lui qui me le demandait. Mais elles sont venues plusieurs fois. Tu te rappelles des prénoms? Oui, il n'y avait pas Gita. Gita n'est jamais venue. Non, je ne me rappelle plus des prénoms. D'accord, mais Non, Gita je n'est pas peux me venue. rappeler. Oui, c'est juste pour situer. Ouais. Peut-être ça me reviendrait, mais non. C'est pas Ça grave. me revient. Alors moi, je me souviens que je venais de Nantes pour t'assister dans les cours et que c'était un véritable apprentissage pour enseigner. Ça se fait plus beaucoup, ça. Maintenant, il y a des écoles de yoga. Oui. Comment tu perçois, toi, cette évolution du yoga en France depuis tes débuts? Ah ben, transmettre, c'est très, très, très important. Hein, parce que c'est pas pour nous, pour Iyengar, je pense, comme pour moi, comme pour les personnes qui travaillaient vraiment avec lui, non seulement tu recevais, mais c'était un devoir de transmettre. Et de transmettre au plus près, donc au plus juste de ce qu'il nous enseignait. Et ça me paraît capital, de ne pas changer sa vision des choses et de l'interprétation, comment on travaillait vraiment comme il nous l'enseignait. Ça, moi, j'ai jamais fait d'excentricité annexe. Je me conformais très, très précisément à ce qu'il enseignait. Ah oui. Alors, à l'occasion de ce séjour, Marie-Antoinette a eu la gentillesse de nous transmettre un certain nombre de documents, de films en Super 8, en VHS, du travail qu'elle a pu collecter auprès d'Iyengar. Donc on va essayer d'en tirer le meilleur parti, peut-être de le numériser si c'est possible. Voilà, alors encore une fois, merci Marie-Antoinette. L'important, c'est ça, c'est que la transmission se fasse. Voilà, merci, merci, merci. Très bien. Marie-Antoinette, est-ce qu'on peut faire du yoga à n'importe quel âge, etc. Oui, oui, et même avec plein de problèmes. Donc moi j'ai 90 ans bientôt, et donc je peux faire du yoga. Et en plus, on peut même faire quand on a des tas de problèmes. Moi j'ai 2 prothèses de hanche, 2 prothèses de genoux, une prothèse cardiaque, et ça ne me pose aucun problème. Et je passe très régulièrement un film, et les gens me disent, mais est-ce qu'on peut... N'importe qui peut faire du yoga, tout le monde ne peut pas faire toutes les postures. On adapte avec chaque personne. Et c'est pour ça que les personnes, je les prends ici, quand elles ont des problèmes, parce que je vois, je leur fais travailler des choses précises avec leurs problèmes spécifiques. Et puis après, si je vois qu'elles peuvent regagner un cours collectif, ben elles regagnent un cours collectif, sinon elles ont toujours des cours particuliers. Mais n'importe qui, et là j'ai des filles qui sont en fauteuil roulant dans un institut, le Mai, je ne sais pas si tu connais le Mai ici, c'est des grandes invalides, hein, et grands invalides, ils sont en fauteuil roulant. J'ai 2 filles, là, le plus dur, c'est de leur faire monter les 2 étages. Alors on se met à 2 personnes pour les faire monter. Et après, alors elles arrivent,
on est parfois obligé de se mettre à deux pour les déplacer, mais à la fin de l'année, elles font toutes les postures comme nous. Même y compris les postures inversées. Alors tout le monde ne peut pas faire toutes les postures inversées. Hein. Si tu as des problèmes, certains problèmes cardiaques, des problèmes d'yeux, etc., tout le monde ne peut pas faire toutes les postures inversées. Mais ces filles-là, qui ont des handicaps affreux, elles finissent, elles font les cours comme n'importe qui. On met 1 an pour les faire travailler, mais ils y arrivent.